Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Si la sensibilité est le propre de l'être humain, il arrive qu'elle soit accrue pour certaines et certains d'entre nous. C'est ce que l'on nomme hyper, ultra ou haute sensibilité. Celle-ci est plus ou moins bien accueillie, non seulement par soi-même, mais aussi par les autres, dont sa famille. Comment créer les conditions propices pour que la sensibilité puisse s'exprimer librement et se déployer ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Portas, consultante formatrice en développement des compétences, praticienne en psychopédagogie et en intégration des réflexes primitifs. Son nouvel ouvrage, L'hypersensibilité chez l'enfant, hypersensible et plein d'atouts, vient de paraître chez Mardaga. En mêlant conseils, exercices et données scientifiques, Sylvie y rassemble ses connaissances et son expérience pour s'adresser à tout parent ou professionnel de l'éducation dans le but de l'éclairer et de le soutenir. Grâce à ce guide pratique, votre voyage en compagnie d'enfants hypersensibles deviendra une expérience incroyable, pleine de richesse et d'intensité. Cet épisode s'adresse non seulement aux parents dont les enfants sont hautement sensibles, mais aussi aux personnes hautement sensibles qui ont été enfants avant de devenir adultes. Bonjour Sylvie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci pour ton invitation. Alors, je suis vraiment ravie au passage de te retrouver dans le podcast parce qu'on a eu l'occasion d'enregistrer 2 autres podcasts sur le burn-out et le deuxième sur les réflexes archaïques. Et donc, je mettrai de toute façon les liens sous ce podcast. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger une nouvelle fois sur cette fois-ci une autre thématique qui est la sensibilité et plus exactement la haute sensibilité. Mais voilà, je suis vraiment ravie de te retrouver dans ce podcast. Merci. Alors, dans les grandes lignes, que signifie être hypersensible ou être hautement sensible, qui est finalement le synonyme ? Alors, si on avait à définir la haute sensibilité, ce qui n'est pas évident, puis finalement, on pourrait le définir comme une sensibilité qui se manifeste de manière beaucoup plus élevée, plus intense que la moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, une personne hautement sensible va avoir une plus grande sensibilité aux stimulations et de l'environnement, et elle va avoir une réponse un peu plus forte. Et la sensibilité, elle va passer par plusieurs choses. Souvent, c'est vrai, lorsqu'on parle de haute sensibilité, on va voir le prisme de la sensibilité en lien avec les réactions émotionnelles. Or, en tout cas, il est intéressant de voir ô combien la sensibilité élevée aussi peut se manifester par des sens qui sont, je dirais, très en éveil et qui amènent justement aussi des réactions. Donc là, pour le coup, on va se relier au corps, sensorielles qui sont fortes et qui vont parfois provoquer justement des émotions fortes en réaction aussi. Souvent, on le définit comme quelque chose sous une base très psychologique, mais dans la sensibilité élevée, j'aime beaucoup en tout cas croiser le regard qui peut être fait aussi avec la philosophie, la sociologie, les neurosciences aujourd'hui qui nous apportent des éléments précieux à ce sujet. La haute sensibilité, elle se manifeste par plusieurs caractéristiques. Il est intéressant d'aller voir tout ce qu'a posé Hélène Aharon, psychologue américaine, qui dans les années 90, je dirais, a mis un peu plus en lumière cette caractéristique. Et je précise bien en fait que la haute sensibilité n'est qu'une caractéristique, un trait de caractère. J'aime bien ce qu'évoque Boris Cyrulnik en disant que c'est finalement une signature. Très juste. Et pourquoi la sensibilité élevée peut-elle être vue comme un trouble ou au pire comme une faiblesse ? Alors, je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a déjà le regard que l'on porte collectivement, en tout cas que la société porte sur, ou la culture porte sur la sensibilité. Et donc forcément sur la sensibilité élevée. On voit, avant il était bon d'être sensible, dans les siècles passés, être sensible c'était vraiment quelque chose qui était valorisé
mis en avant. Et puis ensuite, avec les révolutions industrielles, eh bien, ça a un petit peu changé le positionnement et le regard porté à la sensibilité. Et donc, par conséquent, les personnes qui manifestent une sensibilité un peu plus élevée, on peut en avoir un regard plutôt, je dirais, négatif, ou en tout cas qui euh, qui provoque de la réaction parce que on n'ose pas montrer ses ressentis, ses émotions. Voilà. Donc, je pense que tout d'une part, on a toute l'histoire de la sensibilité qui a impacté la façon dont on perçoit la sensibilité. Il y a d'ailleurs Alain Corbin, qui est un spécialiste de l'histoire de la sensibilité, qui dit que le seuil de tolérance à la sensibilité varie selon les époques. Donc, c'est très corrélé à cela. Après, il y a un regard aussi individuel, une perception individuelle qui va impacter la façon dont on va vivre et percevoir donc sa sensibilité et sa sensibilité élevée. Et c'est vrai que lorsqu'on a des réactions plutôt intenses, que l'on ressent très fortement les choses d'un point de vue sensoriel et émotionnel, bien souvent ça amène des réactions et des actions qui peuvent être complexes, pour lesquelles on a besoin d'apprivoiser ça demande en tout cas d'apprivoiser cette intensité. Et donc du coup, forcément, c'est perçu comme une faiblesse, comme une difficulté, on touche parfois à notre vulnérabilité à ce moment-là. Or, la haute sensibilité, eh bien, elle offre bien plus. C'est une facette, hein, cette intensité et l'impact qu'elle peut avoir, et donc où on peut se sentir un peu plus vu. Enfin, en tout cas, elle vient nous toucher quelque chose de peut-être notre vulnérabilité. Et pour autant, c'est un réel cadeau. On va peut-être en parler justement par la suite. Dans ton nouvel ouvrage L'hypersensibilité chez l'enfant, hypersensible et plein d'atouts, paru chez Madarga, tu évoques la place que l'on peut donner à l'hypersensibilité ou la haute sensibilité au sein de la famille. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, alors dans ce livre, j'évoque la place de la sensibilité au sein de la famille, mais également au sein des écoles, dans le cadre en tout cas scolaire, mais également dans le monde professionnel. Parce que, en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la place de la sensibilité et l'impact que ça peut avoir sur la façon dont on perçoit, je dirais positivement ou négativement, la sensibilité, il me semble essentiel de réhabiliter cette notion de sensibilité, une éducation à la sensibilité au sein de la famille. Quand je dis l'accueil de la sensibilité, eh bien, ça passe par l'accueil des ressentis de l'enfant, et ça passe par l'accueil des émotions. Alors qui, certes, et c'est là où ce n'est pas toujours évident, qui se manifestent parfois d'une manière tellement intense que forcément nous amène en tant que parents, en tant qu'adultes, à réagir, et parfois d'ailleurs à réagir avec même intensité, d'autant plus si on est soi-même hautement sensible. Mais en fait, la place que l'on va donner aux ressentis et aux émotions va permettre, en tout cas, que l'on soit hautement sensible ou pas, construire un espace suffisamment accueillant, là, bienveillant de cela, pour permettre finalement de vivre sa sensibilité, quoi qu'il en soit de son intensité, de la manière la plus constructive possible. Et on le sait aujourd'hui, si on regarde les études, les dernières études, hein, et vous pourrez regarder en tout cas dans le livre, j'en parle, j'en fais largement référence. On sait que un enfant qui va grandir dans un environnement suffisamment bienveillant, dans lequel la sensibilité a une place, va pouvoir vivre, je dirais, ne pas voir le côté, la facette qu'on évoquait tout à l'heure, de percevoir l'hypersensibilité comme une souffrance, un poids, une faiblesse, mais plutôt comme une caractéristique, avec certes des choses à apprivoiser, hein, des apprentissages à faire, mais comme toute autre caractéristique, comme de nombreux autres sujets. Donc, en effet, de lui donner cette place-là,
et de pouvoir, au contraire, extraire de cette haute sensibilité aussi de nombreux atouts. Et si on peut faire référence, on peut faire référence notamment à l'empathie, à cette capacité à sentir justement des choses et donc à être capable intuitivement aussi de trouver des réponses à certaines situations. La créativité également, qui va émerger de cette connexion aux sens et aux émotions. Et je dirais que finalement, il y a certes dans la haute sensibilité des choses à aller apprivoiser, mais il y a déjà un atout de départ pour des personnes hautement sensibles, c'est justement cette capacité à avoir des sens et des émotions un contact en tout cas, une connexion déjà aux sens et aux émotions qui, apprivoisées, peuvent vraiment permettre d'aller vers le développement d'une belle intelligence émotionnelle. Et je rebondis juste sur quelque chose plus par rapport au début de tes propos, quand tu parles justement de l'accueil et de donner une place. Moi, ce qui me vient aussi, c'est cette notion, en fait, de considérer que finalement, les émotions, qui soient vécues par l'enfant, mais aussi par les parents, sont, tu vois, légitimes. Il y a quelque chose de l'ordre de la légitimité qui me vient. Mais, tu vois, de dire, bah, en fait, tu vois, parce que ce qui me vient, c'est que parfois, on peut minimiser. Je prends l'exemple, bon, c'est un exemple un peu cliché, mais par exemple, quand tu pleures pour quelque chose, tu vas dire, mais c'est pas grave, tu t'es pas fait mal, ou c'est pas grave, tu vois, on va minimiser. Et en fait, quelque part, je pense notamment pour l'enfant, et là, j'incrimine absolument pas les parents, hein, c'est humain, mais tu vois, je me dis, pour l'enfant, il peut très bien capter, bah tiens, finalement, je pleure, mais c'est pas grave. Donc, il va minimiser ce qu'il peut ressentir, que lui a pu perçu d'une manière beaucoup plus forte, peut-être, que ce que nous, enfin nous, je dis en tant qu'adultes, on se rend pas compte. Enfin, tu vois, ce décalage, en fait, entre guillemets, et qui est aussi valable pour nous, les adultes, parce qu'au final, c'est pareil pour nous. Je veux dire, on a aussi, on est légitime dans nos émotions, tu vois. Oui, clairement. Et j'aime beaucoup l'exemple que tu prends, qui est très concret et qui permet, en effet, à ce moment-là, lorsque un enfant va évoquer la douleur qu'il a eue en chutant et que on lui dit, ben non, c'est rien, etc. Et c'est là où j'aime beaucoup aussi ce que tu poses sur le fait de ne pas incriminer les parents, c'est que souvent, en fait, cette réaction-là, c'est souvent par peur, par envie de réconforter immédiatement, c'est-à-dire trouver une solution pour que l'enfant aille mieux et parfois même très rapidement si possible. Et en réalité, à ce moment-là, juste accueillir le fait de tu as dû avoir mal, ou j'entends que c'est douloureux pour toi. C'est OK, je vais juste accueillir cela. Après, je peux être d'accord, pas d'accord, me dire ah bah si c'était moi, j'aurais peut-être pas réagi comme ça. OK, on a tous et puis un enfant va réagir d'une manière plus importante qu'une autre, mais c'est vrai que ne serait-ce que cet accueil-là, eh bien, il laisse d'une certaine façon place au ressenti. Sinon, on encode, l'enfant peut décoder ah ben tiens. C'est pas normal. Alors non, alors il y en a certains qui vont être dans le déni. Du coup, bah non, je ressens pas, et donc on se coupe de son ressenti. Ouais. On peut se couper de son ressenti ou au contraire, on peut dire bah tiens, je vais le manifester de manière encore plus importante parce qu'on n'entend pas, on n'écoute pas ce que je ressens là. Donc après, on peut avoir des manières les enfants aussi vont avoir des manières différentes d'exprimer les choses. Que je l'ai pas précisé au démarrage, il n'y a pas une seule façon d'être hautement sensible, de manifester sa sensibilité élevée. C'est très en lien avec nos histoires personnelles, avec tout un tas de facteurs différents. Exactement, c'est vrai. Et ouais, ça me fait vraiment, ça me fait penser vraiment à cette notion de singularité. En fait, on a vraiment justement, on a aussi notre propre perception des choses, et donc du coup notre propre manière aussi, enfin voilà, de vivre nos émotions, etc. Et totalement. Ouais. Il y a tout ce qui est posé derrière aussi. Souvent, un enfant, enfin, il y a aussi nous avons déjà abordé plusieurs fois dans les précédents podcasts la notion de croyance, ou en tout cas de perception Totalement. des choses. C'est si je dis à mon enfant, tu as dû avoir extrêmement mal, est-ce que finalement derrière, je ne suis pas en train de l'encourager à se plaindre? Et puis surtout, si j'ai entendu régulièrement dans mon enfance sois fort, on montre pas ses voilà, il y a tout ça qui se joue dans nos manières aussi de réagir. Ouais, c'est très juste. Et pourquoi est-ce si important de reconnaître l'hypersensibilité, de l'accueillir, de l'apprivoiser et de la valoriser? Alors déjà, il me semble que nommer les choses permet de donner du sens.
Et nommer les choses, c'est une première étape pour déjà être dans l'accueil. Donc, c'est vrai que sur cette question-là et sur la façon dont lorsqu'on parle de reconnaître l'hypersensibilité, finalement, on pourrait se dire, hein, et je l'entends de plus en plus en disant, mais oui, mais j'ai pas envie d'enfermer mon enfant, ou j'ai pas envie de m'enfermer dans une étiquette, de dire, bah, je suis hypersensible et ça me caractérise. Ce que j'entends pleinement et que je partage, l'idée n'étant pas d'enfermer dans une étiquette, dans un jugement, dans quelque chose qui ne permet pas un espace de liberté pour cheminer. Le fait moi, quand je parle de la reconnaissance là, c'est pas pour dire, tiens, je reconnais que je suis hautement sensible et ça s'arrête là. En fait, c'est le point de départ. C'est un point de départ vers une identification, une meilleure compréhension de comment ça se manifeste de manière singulière chez soi ou chez son enfant. C'est le moment où ça va permettre un accueil, c'est-à-dire que si déjà je ne comprends pas ce qui se passe là, je peux difficilement accueillir quelque chose. Totalement. Voilà, donc c'est vrai que pour moi l'étape de la reconnaissance, elle est juste à partir du moment où elle est le point de départ pour cheminer, non pas comme une fin, non pas comme ah ben tiens j'ai découvert, j'ai entendu plein de choses, j'ai entendu un podcast qui a parlé des caractéristiques de la haute sensibilité, je me suis reconnue de là-dedans, et ben ça y est en fait je comprends tous mes problèmes, toutes mes situations, tout ce qui me voilà en fait c'était parce que je suis hautement sensible, point et je m'arrête là. Exactement. Là c'est le risque à mon sens. Ouais, et ce qui me vient, c'est cette tendance qu'on peut avoir, bah, justement, à être après dans le déni. C'est-à-dire, en fait, sous prétexte qu'on a mis une étiquette, on a mis des mots dessus, mais en fait, on se dit, c'est bon, j'ai fait le tour de la question, en fait. Et souvent, ce n'est qu'une porte d'entrée. Et donc, et là aussi, pourquoi il est si important parfois de reconnaître en tout cas cette haute sensibilité, ou en tout cas une sensibilité élevée chez son enfant, ou déjà de reconnaître, je reviens vraiment sur le terme de la sensibilité, de ces sens et ces émotions qui sont là, si on vient sur quelque chose d'assez bref hein, dans la façon de le définir, eh bien, ça va permettre d'accompagner aussi l'enfant dans une meilleure connaissance dans une meilleure connaissance, dans une adaptation peut-être de notre manière de l'accompagner sur ce cheminement, mais en aucun cas pour poser quelque chose qui expliquerait d'ailleurs tous ces comportements, toutes les réactions, ou voire, et c'est peut-être un peu provocateur et piquant, mais qui excuserait finalement tout. Ouais, totalement. Voilà, donc la reconnaissance, elle me semble essentielle à partir du moment où c'est un point de départ pour cheminer, pour interroger, pour réajuster. Et une deuxième étape, ça va être d'accueillir cela. Et là aussi, c'est un réel cheminement. Parce que accueillir la sensibilité, si là on se situe dans le cadre de ce que j'évoque dans le livre, accueillir la sensibilité de son enfant, la haute sensibilité de son enfant, c'est aussi déjà s'accueillir soi-même hein, en tant que parent, ou en tant que professionnel de l'éducation lorsqu'on accompagne des enfants. C'est-à-dire que ça renvoie de toute façon sur qu'est-ce que je suis en mesure d'accueillir, qu'est-ce que je n'ai pas, dans quoi je n'ai peut-être pas été accueillie, etc., etc. Donc, totalement. c'est vraiment une étape. Mais l'accueil, elle est avant même de trouver des solutions pour apprivoiser sa haute sensibilité, elle va être fondamentale. Alors, même si c'est des cheminements qu'on peut faire en même temps, on est dans un cycle. Hein. Tiens, je reconnais, ah ben tiens, j'accueille, je déploie des choses, et puis je reviens sur, ah ben tiens, j'ai découvert d'autres faces ou côtés de ma haute sensibilité, etc. Donc, c'est sous forme de cycle, mais l'accueil va être là, pour moi, essentiel, parce qu'on dit bien que accueillir, c'est déjà accompagner. Donc, en fait, lorsqu'on accueille, on accompagne. On dit que accueillir, c'est déjà accompagner. Donc, ce n'est pas. Et donc, accueillir, ça va être de regarder comment se manifeste cette sensibilité chez son enfant et d'accueillir à la fois les facettes intenses qui sont vraiment parfois inconfortables, peut-être difficiles à vivre au quotidien.
tout autant qu'accueillir. Je parle vraiment un peu de comme la pièce d'une monnaie, hein. Il y a un côté, il y a un autre, il y a le pile, il y a le face. Comment j'accueille cette autre face aussi de sa haute sensibilité qui me montre peut-être une empathie vraiment fine, une créativité, une capacité à sentir les situations et donc du coup à ouvrir des pistes peut-être qu'on n'aurait pas imaginées. Enfin bref, on va aller regarder tous ces aspects-là. Et ça me semble important d'aller regarder ces deux faces de la monnaie. Ouais, mais c'est exactement ça. Tu as totalement raison. Ouais, c'est ça. Et donc, justement, cette hypersensibilité peut-elle avoir un impact dans le cadre de ses interactions avec les autres? Alors oui, elle peut avoir un impact dans ses interactions avec les autres et elles peuvent avoir un impact qui sont parfois agréables, confortables, positives, tout comme ça peut être l'effet inverse. On peut avoir des relations aussi humaines qui ne sont pas si satisfaisantes. Donc, je dirais que ça peut générer des choses différentes et ça peut générer soit des relations satisfaisantes, soit des relations insatisfaisantes. Moi, j'aime beaucoup, et j'en parle dans mon livre, je fais référence à la roue de l'EQI, qui est finalement, qui recense les 15 compétences émotionnelles et sociales qui constituent l'intelligence émotionnelle. Finalement, dans notamment ces compétences, on a les compétences liées aux relations humaines. Mais on a aussi, et donc l'empathie en fait partie, par exemple. Mais non, on a aussi d'autres compétences dans la capacité à prendre des décisions, à gérer son stress, à se percevoir, donc notamment l'amour-propre fait partie d'une des compétences clés, et à exprimer aussi, à s'exprimer émotionnellement, à avoir une expression de ce qui nous traverse, à nous affirmer. Voilà. Donc tout ça, ce sont des compétences qui constituent l'intelligence émotionnelle. Il n'est pas rare de voir dans ce cadre-là des personnes hautement sensibles qui ont donc, je dirais, des facilités d'être à ressentir de l'empathie. Mais si c'est en déséquilibre avec la capacité à exprimer individuellement ce qui se passe pour soi, eh bien, ça va amener à une forme de déséquilibre, ce qui fait que c'est souvent là où on entend ah oui, mais je suis trop gentil, c'est pas bon d'être trop sympa, j'ai trop d'empathie, etc. Je ne crois pas qu'on ait trop d'empathie. On n'a pas trop d'empathie. Ça vient juste poser le fait que j'ai besoin de l'équilibrer avec autre chose. J'ai besoin aussi de laisser place à l'expression de ce qui me traverse, tout en étant à l'écoute et en compréhension de que traverse l'autre. Je rebondis juste sur ça, sur cette expression-là, mais c'est justement, je pense, toute la difficulté avec la sensibilité, justement, c'est qu'en fait, comme tu le disais au début du podcast, en fait, ça touche à notre vulnérabilité, en fait. Tu vois, oser exprimer finalement, ben, ça touche au fait de montrer aussi une part de sa vulnérabilité, en tout cas, à l'autre. Oui. Oui, mais on va voir que pour pouvoir être, si on reprend vraiment cette notion d'interaction avec les autres, pour pouvoir être dans des interactions avec les autres qui soient le plus juste possible, ou en tout cas la plus satisfaisante possible, de part et d'autre, où chacun finalement a une place, existe et est présent, il y a besoin justement d'aller rééquilibrer souvent ces éléments-là. En tout cas, à partir du moment où on assume quelque chose de sa sensibilité, et on en revient à cette notion de reconnaître, d'accueillir, et donc qu'on commence à partir de là à apprivoiser, je dirais, ces zones de lumière, ces parts d'ombre et ce qu'on a envie de faire grandir. C'est un cheminement pour chacun. C'est à partir de là que je vais pouvoir aussi déployer encore plus facilement des relations humaines complètement satisfaisantes. Et donc, les personnes, on va en tout cas poser quelque chose de clair. J'entends parfois des croyances autour desquelles les personnes hautement sensibles sont forcément dans des relations difficiles, sont forcément prises avec des personnes de type pervers narcissique, etc., etc. Je pense très sincèrement que, mais ce n'est qu'un point de vue,
plus. Non, les personnes hautement sensibles peuvent avoir des relations pleinement satisfaisantes et sans être en prise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des situations et qui ne concernent pas, hein, ça peut concerner, je dirais, des personnes, mais c'est surtout de ne pas penser que parce qu'on est hautement sensible, on ne peut pas avoir de relations satisfaisantes. En revanche, c'est vrai que si on regarde sous cet aspect, donc je viens de dire de l'IQI et donc de ses compétences, c'est pas parce que j'ai beaucoup d'empathie que je vais avoir forcément des relations humaines satisfaisantes. Il va falloir que ça s'équilibre avec d'autres choses. Et donc, oui, en fonction de notre histoire, de qui nous sommes, en prenant bien d'autres éléments qui vont au-delà de la sensibilité élevée, eh bien oui, je vais peut-être devoir travailler un petit peu l'affirmation de soi, je vais peut-être devoir avancer avec cette capacité à exprimer des choses, avec mon amour propre. Peut-être qu'il va falloir que je commence à reconnaître des choses chez moi, que je réalise des choses pour que ça vienne équilibrer ce pan-là aussi. En fait, ça passe vraiment par une meilleure connaissance de soi, si tu regardes. Mais oui. Et quels conseils aimerais-tu donner à nos auditeurs pour les aider justement à apprivoiser non seulement leur sensibilité, mais aussi celle de leurs proches? Alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, une première chose, c'est déjà d'être dans la reconnaissance de la façon dont se manifeste la sensibilité élevée, donc chez soi ou chez un proche, pour pouvoir ensuite et avancer, je dirais, dans l'accueil de ces singularités-là. Ça, c'est vraiment une première étape. Et puis, pour apprivoiser, comme je l'évoque dans mon livre, même si c'est destiné dans un premier temps, ça s'adresse aux professionnels et aux parents qui accompagnent leur enfant. Finalement, je dirais, on peut faire le même parallèle pour soi en tant qu'adulte, à savoir que il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord de prendre soin du corps. C'est vrai qu'on aborde souvent, je disais tout à l'heure, la haute sensibilité sous un angle très psychologique. Et pour autant, et là je trouve très intéressant aussi les travaux, enfin tout ce que propose Cathy Haseman, qui est neuropsychologue belge, qui remet le corps là aussi en avant, tout ce qui se passe d'un point de vue physiologique finalement, dans cette caractéristique qu'est la haute sensibilité, qui rappelle aussi combien le cerveau, et aujourd'hui les études là aussi, hein, je vous invite à les regarder, j'en parle hein, notamment dans le livre, mais à les regarder tout ce que les études nous apportent comme élément important autour de cela, de ce mode de fonctionnement, cette caractéristique qui amène quand même à avoir un fonctionnement cérébral un peu différent. Et donc, forcément, ça veut dire repasser par le corps, prendre soin de son sommeil, prendre soin de son alimentation. On voit ô combien, par exemple, si je prends juste un exemple très concret, le sucre ou la caféine, par exemple, vont être des stimulants qui vont rajouter à ce système déjà hypersensible, c'est-à-dire qui a déjà une réaction à tout ce qui est stimuli assez intense. Donc forcément, ça va rajouter, je dirais, de la stimulation. Et donc là aussi, si on prend soin de son corps, il y a aussi tous les sujets liés aussi à prendre soin de son environnement. Si je sais que les lumières ou d'être dans des environnements trop bruyants, ça va aller me déclencher, je dirais, justement des sensations et donc des réactions beaucoup plus intenses. Quel moment j'apprends à mieux me connaître? On en revient toujours à cette notion de mieux se connaître. Ah, tiens, je sens bien que quand je reste trop longtemps dans tel espace, dans telle situation, ça me surstimule finalement. Et donc, ok, à quel moment je vais prendre en charge les besoins qui sont associés derrière. Donc, vraiment revenir déjà à cet aspect-là. Je fais d'ailleurs référence dans le livre aux réflexes archaïques aussi, à l'approche des réflexes archaïques, et je dirais toute approche qui me permet aussi qui nous permet de prendre soin de son corps, vraiment dans un ensemble.
Juste par rapport au retour au corps, c'est vrai qu'en plus, souvent, on a tendance à être quand même beaucoup dans notre tête, à beaucoup, justement, tu sais, ça me fait penser quand on commence à apprivoiser sa sensibilité, on veut parfois, enfin, ça peut arriver, qu'on veuille nommer, tu sais, les émotions, se dire, tiens, là, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je ressens de la peur. Bon, ça, j'allais dire, les émotions de base. Mais en fait, si tu regardes, je me rends compte qu'en fait, au fur et à mesure où tu apprivoises ta sensibilité, en fait, tu reviens au corps et tu te poses même pas finalement la question de mettre des mots. Ça peut être intéressant, mais t'as pas forcément besoin en fait de mettre des mots. Tu vois, il y a vraiment ce retour au corps qui me semble important, comme tu dis, tu vois. Et j'insiste là-dessus parce qu'on est souvent beaucoup dans notre tête et beaucoup dans les analyses à essayer de comprendre. Alors c'est important de comprendre, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais au contraire, c'est important. Mais une fois qu'on a mis des Mhm. mots et qu'on on se connaît mieux, ben, à un moment donné, c'est vraiment de revenir au corps. Parce que je me dis, comme tu dis, c'est là où on se rend compte aussi tu vois, moi, c'est quelque chose que là, c'est un témoignage personnel pour le coup. Mhm. Je me suis rendu Mhm. compte que plus je suis à l'écoute de mon corps, plus justement je me rends compte, bah, il y a des environnements, bah, c'est pas possible pour moi, mais pas forcément tout le temps, à certains moments, parce que en ce moment, je suis plus à fleur de peau, parce que je suis fatiguée, ou parce que je suis plus stressée, ou parce que j'ai plus de travail, donc du coup, je suis moins disponible, etc., etc. Et en fait, je pense que c'est aussi ça où on commence à apprivoiser sa boussole intérieure, mais d'une manière beaucoup plus enfin, tu vois, de se créer un environnement beaucoup plus écologique pour soi, en fait. Et donc, du coup, pour les autres, parce que il y a un lien. Exact. Exactement, on va faire des choix du coup aussi pour soi qui sont C'est peut-être un ça. peu différents. En tout cas, on va être à l'écoute de cela et c'est vrai que ce retour au corps, aux sensations finalement, et à aller apaiser finalement notre système nerveux aussi à travers parfois des pratiques qui vont venir voilà, apporter un réel apaisement, eh bien ça va permettre d'apprivoiser cette haute sensibilité et surtout après de la déployer, puisqu'en fait ça va ouvrir d'autres champs des possibles. Exactement. Après, s'il y avait un autre conseil, c'est ben, ok, prendre soin de son corps, prendre soin de son cœur, de cet Mm. aspect, de toute cette part émotionnelle, et c'est là où tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur vraiment prendre le soin d'aller développer toutes ces belles compétences qui sont émotionnelles et sociales que l'on reconnaît dans l'intelligence émotionnelle, dont l'empathie fait partie, mais pas que. Comme je disais, il y a de réels défis pour les personnes hautement sensibles à aller peut-être, eh bien, justement, apprendre à exprimer plus facilement ce qu'ils traversent, ce qu'on traverse, à être en mesure plus facilement de reconnaître aussi toutes ses propres réalisations et aller renforcer, je dirais, l'amour-propre, l'estime de soi. Enfin, voilà, donc en fait, ça va être là aussi de prendre le soin de faire un cheminement avec cela, pas à pas. Et je dirais, les situations se chargent de la vie, nous se chargent déjà finalement d'amener Mm. des défis, d'amener finalement le fait de travailler telle chose ou tel aspect ou tel autre aspect. Donc voilà, donc en tout cas de continuer à avancer, il y a vraiment, je dirais, aller équilibrer des choses à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Et ça passe par décrypter qu'est-ce qui me traverse. Tiens, quand je ressens ça dans mon corps, c'est de la colère, ok, donc du coup, je l'identifie. Nous Mm. n'avons pas les mêmes façons de Non. ressentir, de faire émerger nos émotions, etc. Donc une meilleure connaissance de de cette grammaire émotionnelle pour soi. Hein, c'est pas, il n'y a pas de dictionnaire, même si il y a des choses on retrouve dans les émotions des choses qui peuvent être communes. C'est vraiment d'aller découvrir pour soi comment ça manifeste les choses. Et je rebondis vraiment sur ce mot grammaire, en fait, cette grammaire qui est très personnelle. Et je trouve ça Ouais. très joli parce que je me dis, c'est exactement ça. Mm. C'est notre propre vocabulaire et notre propre grammaire. Et puis voilà, après, c'est prendre soin de sa tête aussi, hein, prendre soin de toutes ses capacités cognitives. Une personne hautement sensible et peut être très, je dirais, peut ressentir ce besoin d'être dans la créativité, d'avoir besoin de faire des liens avec plein de choses. Donc, de quelle manière on offre, alors on offre si c'est par rapport à d'autres, de quelle manière, notamment, je prends l'exemple des enseignants, de quelle manière on accompagne, on propose aux élèves, mais on peut aller au-delà de la haute sensibilité, hein, ces espaces dans lesquels la créativité est présente, etc., pour aller aussi nourrir ces particularités-là, et puis aussi
voilà, aussi apprendre à mieux se connaître sur toutes ces, nous avions parlé une fois dans un précédent podcast de ce qui pouvait être nos croyances limitantes, nos biais cognitifs, enfin voilà, tout ce qui fait que on a des façons de réagir assez spontanément et donc là aussi de cheminer par rapport à sa propre histoire et pas à pas, enfin pas forcément toujours dans une pression dans une performance d'être toujours meilleur, toujours. C'est pas du tout dans ce sens-là que j'évoque ce cheminement-là. C'est vraiment dans un accueil pas à pas de ce qui se présente. Par rapport à l'environnement, là où j'évoque aussi cette question de l'environnement, je la questionne aussi sur deux aspects, notamment dans le livre, ô combien une personne hautement sensible a souvent besoin de se reconnecter à la nature, ou en tout cas se remettre dans ce rythme naturel qu'offre la nature, ou la relation à l'environnement naturel, qui vient très spontanément d'ailleurs parfois apaiser sens et émotions intenses, au même titre que prendre soin de l'environnement, nous en parlions tout à l'heure, éviter tous les stimuli différents, et notamment si on parle des écrans, ça peut avoir un effet positif à certains moments. Donc on fait le choix de les regarder parce que ça vide la tête, etc. À un moment donné, il y a aussi la barrière où ça devient encore plus stimulant et ça vient et qui pour chacun. Donc vraiment de prendre soin aussi et de prendre conscience de comment m'impacte l'environnement dans lequel j'évolue et quand on est parent d'enfants hautement sensibles, de quelle manière j'observe ce qui se passe pour mon enfant. Si je vais au supermarché et que je vois on y va ensemble et qu'en revenant, en fait, souvent il y a des moments de décharge. Ça me donne aussi des informations de quelle manière je vais peut-être à certains moments éviter certains contextes, non pas on peut pas tout éviter et puis parfois on a aussi besoin de se confronter à des choses. C'est vraiment pas dans ce sens-là que je le pose. Ceci dit. Ok, je vois que tel ou tel environnement peut l'affecter de telle ou telle façon. Une fête d'anniversaire, en soi, c'est hyper agréable, tout le monde est enjoué, etc. Ça peut devenir une journée compliquée à gérer parce qu'en fait, saturation plus, et au final quelque chose pour lequel la famille était partie sur une super sortie où tout le monde va être heureux et content, etc. Ça finit en moment où tout le monde est saturé, personne n'en peut plus, etc. Donc, c'est juste d'avoir conscience aussi de ces impacts-là. Oui, exactement. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange ? Eh bien, spontanément, le mot de la fin qui me vient, c'est confiance. Confiance en soi, confiance en lui si on est là en train d'écouter ce podcast et qu'on est parent et qu'on se pose des questions pour son enfant. Et comme je suis bavarde, le mot de la fin, en fait, j'ai toujours envie de dire tout plein de choses, mais je dirais, je vais juste reporter une citation qui vraiment est cadeau pour moi d'un enfant de 6 ans et qui figure dans mon livre. Cet enfant de 6 ans qui dit, quand je lui pose la question, mais c'est quoi la sensibilité pour toi? Il me dit, la sensibilité, c'est dans le cœur et ça aide à rebondir. Voilà, donc vraiment, relions-nous à notre sensibilité, quoi qu'il en soit. Voilà, alors je parle même pas de haute sensibilité, je veux dire là c'est ce qui fait le propre de l'être humain. Donc relions-nous à notre sensibilité et je pense qu'accompagner une personne hautement sensible ou s'accompagner soi-même, en tout cas, et avancer soi-même sur ce chemin-là, c'est en fait d'aller se reconnecter, se relier à cette sensibilité de fond qui est là en nous, quoi. Je suis totalement d'accord avec tes propos. Pour le coup, c'est pas pour valider ce que tu dis, mais pour le coup, je partage ton point de vue. En tout cas, un grand, grand merci pour notre échange, Sylvie. Vraiment, c'était un plaisir. Merci à toi, Sophie. Et j'invite les auditeurs donc à découvrir ton nouvel ouvrage, L'hypersensibilité chez l'enfant, hypersensible et plein d'atouts, qui vient de paraître chez Mardaga. Donc encore un grand merci, Sylvie. Merci, à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode.
Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!